tout le matériel dont tu as besoin pour partir en trek et en bivouac. Dans cette vidéo, je vais te présenter tout mon équipement et le contenu de mon sac à dos afin que tu n'oublies rien pour tes prochaines sorties. Et reste bien jusqu'à la fin, puisqu'après t'avoir présenté tout mon matos, je te donnerai des conseils pratiques pour bien t'équiper. Et je suis content de faire cette vidéo parce que ça veut dire que le printemps est là et que la belle saison pour faire des randonnées et des treks arrive. L'idée, c'est qu'à travers mon équipement, je te montre tout le matériel qui est nécessaire, mais aussi un petit peu de matériel superflu que tu peux emporter en mode bonus si tu as un peu de place. Le tout sans rentrer dans le détail de chaque produit parce que sinon la vidéo ferait 3 heures, mais en te donnant quelques conseils à chaque fois malgré tout. Et sinon tu peux poser tes questions en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Et on va procéder par famille de produits. Mais avant de parler matériel, faisons une petite mise au point pour les néophytes. C'est quoi la différence entre une randonnée à la journée et du trek et du bivouac? Une randonnée, c'est une sortie à pied sur un sentier qui va être balisé ou non. On va s'équiper très léger avec juste le nécessaire, donc de quoi être à l'aise, de quoi manger et de quoi être en sécurité. Le trek, quant à lui, c'est une aventure sur plusieurs jours, en autonomie partielle au total, et donc il faut avoir beaucoup plus de matos avec nous. On va donc avoir un sac à dos avec tout le nécessaire à l'intérieur, notamment une tente, un sac de couchage, un matelas, mais aussi de quoi faire à manger, réchaud, popote, etc. Et l'idée, c'est de progresser chaque jour en dormant soit en bivouac, ou alors en refuge selon l'itinéraire. Et justement, le bivouac, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement le fait de dormir dehors, que ce soit sous une tente ou un tarp, ou même à la belle étoile pour les amoureux de la nature. Mais attention, même si en France on est assez laxiste sur le bivouac, je t'invite toujours à regarder où est-ce que tu comptes dormir, puisque dans certains parcs nationaux et régionaux, le bivouac est très réglementé, et donc c'est toujours important de se renseigner en amont. Bref, si la rando c'est une sortie à la journée, le trek c'est une immersion dans la nature avec tout sur le dos, et c'est pour ça que le choix du matériel est crucial. Et c'est justement ce dont on va parler. On va balayer le matériel nécessaire pour un trek en full autonomie, mais tu peux toujours t'alléger si tu pars en autonomie partielle ou en randonnée à la journée. Et on attaque tout de suite avec l'un des 3 éléments les plus importants, le sac à dos. En effet, c'est l'un des 3 éléments les plus importants, notamment parce qu'on va l'avoir sur le dos toute la journée pendant plusieurs jours. Et en plus de ça, c'est lui qui va contenir tout notre matériel pour être en full autonomie et donc pour survivre. Donc c'est un choix qui n'est pas à prendre à la légère, notamment pour notre confort, en particulier celui de notre dos et de nos épaules. Donc sans rentrer dans le détail, on va avoir 3 types de sacs à dos. Les premiers, c'est les sacs à dos à mousse, donc il va avoir de la mousse partout dans le dos. Ces sacs-là, ils sont plutôt confortables à porter. La mousse, ça amortit bien, notamment les charges lourdes. C'est pour ça qu'on le recommande plutôt pour des charges lourdes sur des longs treks. Après, le problème, c'est que la mousse va vite prendre l'humidité avec la transpiration. C'est une humidité qui va pas pouvoir sécher et s'évacuer, donc c'est quand même assez désagréable. Le deuxième type de sac à dos, c'est les sacs à dos avec une armature et un filet suspendu. Alors ça, c'est vraiment top pour le confort et notamment pour évacuer la transpiration, puisqu'en fait le sac il va être déporté de notre dos afin de laisser passer un filet d'air qui permet d'évacuer la transpiration. Le problème de ce genre de sac, c'est qu'on ne peut pas porter trop lourd parce que le fait d'avoir le sac déporté par rapport à notre dos, ça fait que la charge elle va être déportée par rapport à notre centre de gravité et donc on va être limité dans la charge et en plus de ça, ça a peut-être tendance à être plus fragile. Et récemment, on a vu apparaître un 3e type de sac qu'on appelle un peu hybride. Donc c'est des sacs qui vont avoir une armature avec un filet, mais également de la mousse. C'est exactement le cas de mon sac, que je vais vous présenter juste après. Donc on peut voir qu'on a une armature et un filet, et en même temps, on a un système de mousse un peu partout qui me permet d'être confort. Grâce au filet, je peux passer ma main ici, j'ai vraiment un espace où l'air peut circuler, ce qui me permet donc à la fois d'évacuer l'humidité et de rester plus ou moins sec et de profiter du confort de la mousse. Et comment choisir son sac à dos? Eh bien la première chose à faire, c'est de les trier par rapport au litrage, c'est-à-dire la capacité d'embarquement du sac à dos. Alors vous trouverez plein de guides en ligne qui en parlent. Ce que je recommande, c'est que si vous partez entre 1 et 3 nuits, en full autonomie je précise, un sac jusqu'à 50 litres, ça peut le faire. Maintenant, si vous faites plus de 3 nuits, donc 4, 5, 6, 7 nuits, dans ce cas-là, il faudra sans doute se tourner vers un sac plus volumineux, donc 60 voire 70 litres. Une fois que vous savez quelle capacité de sac il vous faut, tournez-vous ensuite vers le confort. C'est très important puisque comme j'ai dit, c'est un élément que vous allez avoir sur le dos toute la journée. D'ailleurs, il existe des sacs adaptés à tout type de morphologie et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a toujours des versions pour les hommes et pour les femmes. Ensuite, vous pouvez regarder un petit peu les différents compartiments dans le sac et à l'extérieur, mais également toutes les poches. Et un petit tips personnel que je vous conseille vraiment, c'est quand même d'avoir un sac à dos avec une ouverture sur le ventre ou sur le côté.
parce qu'il y a des sacs à dos qui ont une ouverture que sur le dessus, et lorsque vous avez bien rangé votre sac et que vous avez besoin d'attraper quelque chose qui est tout au fond, bah c'est la galère, donc avoir une ouverture sur le côté, c'est vraiment top. Et aussi, très important, soyez certain d'avoir une housse de pluie pour votre sac à dos. Normalement, c'est vendu avec, mais il y a des marques qui ne les vendent pas. Vous pouvez toujours en acheter à côté. Mais ça, c'est vraiment primordial parce que s'il pleut lors de votre trek, votre sac a besoin de rester au sec. Et dans tous les cas, on le verra après, mais à l'intérieur de votre sac, faites en sorte de compartimenter et de ranger vos affaires dans des sacs étanches. Et pour le confort, en général, ce qu'on recommande, c'est de ne pas dépasser 15% de votre poids en charge totale dans le sac à dos. Mon perso, j'ai déjà fait plus, mais pour le coup, je m'étais entraîné à porter des charges lourdes sur des longues distances, et dans tous les cas, c'était pas super agréable, donc essayez de voyager léger. Et donc mon sac à dos, moi j'ai un Gregory Paragon 48, donc 48 litres. Comme pour beaucoup de mon matériel, vous le verrez après, j'ai fait le choix de la polyvalence avec ce sac à dos. Moi j'avoue qu'avec ce sac-là, j'arrive à être à l'aise jusqu'à 3 nuits, donc 4 jours de bivouac, enfin de trek en full autonomie. Mais il faut savoir que je voyage assez léger, j'essaye d'avoir du matériel plutôt light, et ce que je fais, c'est que lors de mes aventures, j'essaye de voyager intelligemment, c'est-à-dire que sur mon itinéraire, je trouve toujours le moyen de me ravitailler en cours de route, ce qui fait que j'ai jamais plus de 3-4 jours réellement de full autonomie en termes de nourriture. Donc mon avis, c'est que le 50 litres pour moi, c'est assez polyvalent, et ça me suffit parce qu'en général, je voyage plutôt light. Maintenant, si un jour je pars pour faire des treks plus longs, sur une semaine, voire plus, en full autonomie, je n'hésiterai pas à acheter un sac plus gros jusqu'à 70 litres. Mais il y a une règle avec les sacs à dos de randonnée, c'est qu'en général, au plus on a de place, au plus on a tendance à mettre de choses inutiles dedans, mais ça vous verrez avec le temps ce que vous devez en porter et ce qui n'est pas utile. Et dans les marques les plus solides et les plus connues, forcément on a Osprey qui est une référence sur le marché, De Terre également, Gregory qui sont très bien aussi. Et en France, on a aussi Millet et Decathlon qui commencent à faire de bons trucs. Et on passe tout de suite au deuxième élément le plus important. Et j'interromps la vidéo 10 secondes pour te dire que tu trouveras en description une checklist complète de tout l'équipement à ne pas oublier pour tes treks et tes bivouacs. Et on reprend. Et bien entendu, je parle des chaussures. Et oui, parce que comme le sac à dos, des chaussures, vous allez devoir les porter toute la journée pendant plusieurs jours. Et des mauvaises chaussures ou des chaussures qui vous iraient pas, eh bien c'est le meilleur moyen de ruiner votre aventure, voire même de l'avorter. Alors, les chaussures de trek et de randonnée, il y a tout un débat sur chaussures hautes, chaussures basses, chaussures mid. Mais en réalité, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, comme par exemple votre morphologie, ce que vous allez faire avec vos chaussures, mais également à quelle saison vous allez randonner, été, hiver, c'est pas pareil. Pour faire simple et pour vous dire ce que j'en pense, selon moi, pour les treks estivaux, donc c'est-à-dire ce que font la majorité des gens, eh bien je suis pas du tout fan des chaussures hautes. Et je dis ça parce que j'en ai eu, je trouve ça trop lourd, je trouve qu'on a moins de contrôle sur le sol et donc paradoxalement ça augmente le risque de se blesser. Et par expérience, de ce que j'ai pu voir sur mes différentes aventures, ceux qui ont des chaussures hautes, ils ont tendance à avoir plus de bobos et plus d'ampoules aux pieds, même si c'est très individuel bien sûr. Donc ce que je recommande, c'est de prendre des chaussures basses ou des chaussures mid, qui vont être le bon juste milieu entre les basses et les hautes. Des chaussures dans lesquelles vous vous sentez bien, ça c'est très important, et si possible des chaussures qui sont bien aérées, parce que lorsqu'on marche toute la journée, on a le pied qui gonfle, on transpire, donc c'est important de pouvoir un peu évacuer la chaleur. Et surtout, c'est important de pouvoir sécher ces chaussures facilement si elles sont mouillées à cause de la transpi ou de la pluie. C'est d'ailleurs pour ça que je déconseille le Gore-Tex sur des chaussures de trek estivales, notamment parce que la membrane, ça va avoir tendance à alourdir un peu la chaussure, mais surtout à la rigidifier, et ça va la rendre difficile à faire sécher, et ça, c'est pas ce qu'on veut lors d'un trek. Le Gore-Tex ou même toute autre membrane, je le recommande uniquement l'hiver lorsqu'il y a de la neige. Alors perso, j'ai des Salomon X Ultra 360, version basse, quelque chose comme ça le nom. Et je suis assez content, alors j'ai pas d'avis particulier, mais voilà, Salomon c'est quand même une marque référence, mais il y en a d'autres, la Sportiva, Scarpa, Merrell. Et perso, c'est juste que j'en ai essayé plusieurs en magasin, celle-ci m'allait très bien. Et en soi, j'aurais bien essayé les versions mid, un peu plus hautes, mais elles n'étaient pas disponibles, donc pas grave en soi. Et quid des chaussures de trail ? Et bien en soi, moi je pense que c'est carrément ok. D'ailleurs, il y en a plein qui préfèrent mettre des chaussures de trail plutôt que des chaussures de randonnée, notamment parce que c'est plus confortable et c'est plus léger. Mais n'oubliez pas qu'elles ne sont pas faites et pas dédiées spécialement pour le trek, et donc vous allez possiblement les détruire en un seul trek parce que c'est plus fragile, donc c'est à vous de voir si ça vaut le coup. En fait, les chaussures de trek basse et les chaussures de trail,
elles sont assez proches d'un point de vue architecture, mais en trek, on va privilégier la durabilité et la résilience. Et donc en général, on va avoir une semelle et une tige, donc la partie supérieure, qui vont être renforcées, mais également une mousse de semelle qui va être un peu plus dure, mais un peu plus costaud, parce qu'elle va devoir supporter votre poids toute la journée, plus le poids de votre sac à dos, et ça pendant plusieurs jours. Donc à vous de voir, si vous préférez les chaussures de trail, il n'y a aucun problème, mais en général c'est un peu plus fragile, donc c'est bien pour commencer, mais si vous commencez à marcher beaucoup, moi je vous conseille vraiment d'investir. Et donc on en arrive au troisième élément le plus important, la tente. La tente, c'est un élément important parce que c'est littéralement votre refuge en cas de soucis ou d'intempéries lors de votre aventure. C'est ce qui va vous protéger des éléments extérieurs et c'est ce qui fait que vous allez passer une bonne ou une mauvaise nuit. En plus de ça, c'est un indispensable parce que vous allez toujours en avoir besoin pendant vos treks, sauf si vous faites que des aventures dans des refuges, mais sinon c'est toujours quelque chose qu'on a dans son sac. Et pareil, ici on va pas rentrer dans le détail parce qu'il y aurait des milliards de choses à dire sur les tentes, mais voici les principales choses à savoir. Déjà, il y a plusieurs types de tentes. Alors simplement, on va dire qu'il y a les tentes avec ancrage au sol, comme les tentes tunnels, et on va avoir les tentes dites autoportantes, comme les tentes sous forme de dôme. Et moi, ce que je recommande, c'est plutôt les tentes autoportantes, puisque c'est plus simple à utiliser et une fois qu'elles sont montées, en fait, on peut les déplacer assez simplement sans avoir à enlever tous les ancrages au sol. Un élément très important dans le choix de sa tente, c'est le poids et le volume. Si vous le pouvez, essayez toujours de prendre la tente la plus légère et la moins volumineuse. Alors, en général, une tente légère, c'est une tente qui va être plus chère, mais c'est quand même un choix important parce que c'est un truc qu'on va systématiquement avoir dans son sac, donc c'est important de faire le choix du poids. Pour les tentes 2 places, par exemple, qui sont la catégorie la plus répandue, on peut avoir des tentes qui vont descendre sous le kilo, avec des tentes ultra light monoparois, mais là c'est assez niche, c'est vraiment pour de l'usage d'alpinisme ultra technique. Et on peut avoir des tentes qui vont aller jusqu'à 2,5 kg, 3 kg, mais là c'est vraiment trop lourd. En général, une bonne tente, un bon compromis, ça va être entre 1,5 kg et 1,8 kg, 2 kg. Un autre élément à regarder, c'est aussi le montage de la tente et la praticité. Ça c'est important parce que si vous devez monter votre tente un peu en urgence, c'est toujours mieux d'avoir une tente qui est simple à monter. Et d'ailleurs, j'y pense, mais avant de partir en aventure, entraînez-vous à monter et à démonter votre tente. Et un autre élément à regarder, c'est les dimensions de la tente, notamment les dimensions au sol. Je pense aux grandes personnes qui des fois sont un peu limites sur certaines tentes. On a tendance à toucher au niveau des pieds ou de la tête. Mais aussi le volume intérieur de la tente, parce que c'est toujours plus agréable de pouvoir se tenir assis dans la tente sans toucher le plafond. Enfin, le dernier élément à regarder, ça va être tout ce qui va être accessoires de la tente, donc que ce soit les accessoires intrinsèques comme les aérations, les tapis, les absides, les poches notamment, mais également tous les accessoires extérieurs de la tente, donc ça peut être les absides extérieures, les tapis de sol, ce genre de choses. Ça c'est assez important parce que ça peut jouer sur votre confort. Par exemple, si j'ai le choix entre deux tentes avec une tente un tout petit peu plus lourde mais bien mieux équipée, eh bien je ferai le choix de prendre la tente un peu plus lourde parce que pour moi le confort c'est important lorsque je pars en trek, mais encore une fois c'est un choix personnel et c'est toujours une histoire de compromis. Et donc je vous présente ma tente qui est la MT900 de chez Forclaz en version dôme. Donc maintenant elle a été remplacée je crois par la MT900 de chez Simon, mais en fait c'est la même. C'est juste qu'avec la nouvelle stratégie Decathlon, la marque Forclaz a disparu et Simon a récupéré toute la partie technique du trek. Et sincèrement pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. Pour le coup j'avais fait un bon bench à l'époque quand je voulais en acheter une. Et en plus de ça j'ai travaillé dans une boîte qui fabrique des tentes, donc je connais un petit peu le produit. Et sincèrement, c'est un très bon produit. En plus de ça, c'est français. Bon, c'est pas fabriqué en France, mais ce que je veux dire, c'est que Decathlon, ils ont un grand réseau. Donc, s'il y a un souci ou que j'ai besoin d'une pièce détachée, c'est assez facile de se rendre en magasin et d'être dépanné. Et dans les autres marques références, on va avoir notamment la leader du marché, MSR, avec son modèle de place le plus connu, la Uba Uba, qui est vraiment le modèle référence, qui va être plus léger que celle-ci. 1,5 kg à 1,6 kg je crois. Mais cette Uba Uba, elle va être un peu moins bien équipée et forcément un peu plus fragile puisque les matériaux sont plus légers et surtout elle va être bien plus chère. Et pour avoir essayé les deux modèles, sincèrement cette MT900 de chez Forclaz, elle n'a pas à rougir. Et dans les autres marques, on peut retrouver Nemo, Salewa, Big Agnès, bref, toutes les marques ont des bons produits je pense. Ça va surtout dépendre de votre besoin et de votre utilisation. Et maintenant qu'on a vu la tente, on va voir tous les autres éléments indispensables pour bien dormir en bivouac. Et on commence par le premier élément
qui est le sac de couchage. Alors assez simplement, on a deux types de sacs de couchage, les synthétiques et ceux en duvet. Ceux en duvet en fait, ils vont contenir des plumes, donc ça peut être des plumes d'oie ou des plumes de canard, qui vont avoir un meilleur pouvoir gonflant et donc une meilleure isolation thermique. Les duvets synthétiques, ils sont moins performants, un peu moins durables, ils sont aussi plus volumineux et plus lourds, mais ils sont plus abordables en termes de prix et ils sont moins sensibles à l'humidité et ça c'est très important. Donc en résumé, à température de confort égale, un sac de couchage en duvet, il va être plus léger et plus compact, mais il va être plus cher et surtout plus sensible à l'humidité. Ce que ça veut dire, c'est que si votre sac de couchage en duvet, il prend l'eau, que ce soit pendant la nuit à cause des parois de la tente qui vont condenser, ou alors parce qu'il pleut et que votre sac à dos était mal protégé, et bien votre sac de couchage en duvet, il va avoir plus de difficultés à sécher, et en fait il va perdre totalement son pouvoir d'isolation thermique. Donc si vous faites le choix de prendre un sac de couchage en duvet, faites surtout très attention déjà à y prendre soin et surtout à le protéger avec un sac étanche. Donc pour effectuer votre choix, la première chose à regarder c'est la température pour laquelle le sac de couchage est prévu. Et attention, regardez bien la température de confort parce qu'il y a tout un tas de nomenclatures, on va avoir la température limite, température extrême, mais ce qu'il faut toujours regarder pour comparer c'est la température de confort. Ensuite ce qu'il faut regarder ça va être le volume et le poids du sac de couchage. Ça va peut-être influencer votre choix, notamment sur le fait de prendre un sac en duvet ou en synthétique. Et enfin, il y a diverses formes de sacs de couchage possibles, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, mon duvet, je vous le présente, c'est le MT500 synthétique de chez Decathlon, avec une température de confort 0 degré. Ça, c'est un des premiers trucs que j'ai acheté pour aller faire du bivouac, et même pour l'utiliser dans la vie de tous les jours. Et pourquoi j'ai pris 0 degré ? C'est pour le côté polyvalence. Je pense que 0 degré, c'est assez polyvalent pour différents types de sorties. Mais de toute façon, ça dépend encore une fois de votre profil et de votre sensibilité au froid. Et pourquoi un sac de couchage Decathlon ? Simplement parce que à l'époque, j'étais encore étudiant, que j'avais un budget limité et que les sacs de couchage, c'est quand même un sacré budget si on veut un truc de qualité. Donc Decathlon pour moi, c'était parfait. Mais je dois avouer qu'aujourd'hui, maintenant que je suis un peu plus rodé et que je suis bien mieux équipé pour faire du trek, eh bien je ne prendrai pas la même chose. Non pas qu'il soit nul, mais aujourd'hui je trouve qu'il est trop lourd et trop volumineux à mon goût. Et aujourd'hui je recherche plutôt l'optimisation dans mon sac à dos et à voyager léger. Et d'ailleurs je me pose la question d'en racheter un en ce moment, donc que ce soit toujours chez Decathlon, mais avec la gamme au-dessus et peut-être en duvet, ou alors chez Sea2Summit qui propose des sacs de couchage et aussi des matelas qui sont de très bons rapports qualité-prix. Et dans les autres marques, on va notamment retrouver Thermarest, qui est un peu le leader sur tous les produits autour du couchage, mais aussi d'autres marques comme Valandre ou Millet par exemple. Alors, une alternative possible au sac de couchage, c'est les kilts, c'est une sorte de demi-sac de couchage, un peu comme une couverture, qu'on va juste mettre sur nous. C'est assez particulier. L'avantage du kilt, c'est qu'on gagne beaucoup en volume et en poids, puisqu'on n'a que la moitié du sac de couchage. L'inconvénient, c'est que du coup, on n'est pas protégé en dessous, et donc ça implique d'avoir un matelas qui isole bien du sol. Bon, et d'ailleurs maintenant, parlons des matelas, qui sont un peu l'élément complémentaire des duvets. Et la principale caractéristique technique à regarder sur les matelas, c'est ce qu'on appelle la air value. Et en fait, ça définit le niveau d'isolation thermique du matelas. Donc cette valeur de air value, elle va dépendre de plusieurs paramètres, comme le type de matelas, l'épaisseur du matelas, le matériau utilisé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que des matelas avec une air value inférieure à 2, ça va être des matelas utilisés pour la saison estivale. Une air value située entre 2 et 4, là ça va être du 3 saisons, donc de printemps à automne. Et pour l'hiver, il faudra se tourner vers une air value supérieure à 4. Et là encore, pour tous les matelas, ça va dépendre de votre sensibilité au froid. Alors, il existe 3 types de matelas, à commencer par les matelas mousse. Donc là, c'est un petit peu comme les tapis de yoga. En vrai, c'est pas top parce que c'est pas confort, c'est encombrant, mais les seuls avantages, c'est que c'est super léger. Et en général, c'est quelque chose qu'on a chez soi. Donc pour des premières sorties, ça peut être une bonne alternative. Mais c'est toujours mieux d'investir dans un vrai matelas. Et donc pour ça, on va voir le deuxième type de matelas qui sont les matelas gonflants. Comme le nom l'indique, c'est des matelas qu'on va simplement gonfler. Et leur avantage, c'est que c'est très léger, c'est peu encombrant et en général, c'est moins cher. Maintenant, ça peut être moins confort, plus brillant et surtout moins bien isolé que la troisième catégorie qui sont les autogonflants ou les semi-gonflants. C'est des matelas qui vont déjà avoir une sorte de structure. Souvent, on va avoir une mousse à l'intérieur qui va avoir une certaine forme. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a juste à sortir le matelas, le déplier, le laisser ouvert. Et il va prendre une première forme avec l'air qui va gonfler la mousse. Et ensuite, il faut simplement souffler un petit peu dans le matelas pour finir de le gonfler. Et l'avantage de ces matelas, je viens de le dire, c'est que en général, c'est plus confort, c'est mieux isolant.
et en plus de ça, c'est un peu plus costaud. Le problème, c'est que ça prend plus de place dans le sac et c'est un peu plus lourd qu'un matelas gonflable. Et personnellement, j'ai un Sea2 Summit Ultralight auto-gonflant. En effet, j'ai fait le choix d'un matelas auto-gonflant car c'est plus polyvalent et comme je disais au début, c'est un peu ce que je recherche avec mon matériel. Et surtout, c'est plus résilient, c'est-à-dire que s'il y a un souci et qu'il se perce, eh bien, je peux quand même dormir dessus et c'est toujours plus simple à réparer par rapport à un matelas gonflable. Et ce modèle en particulier, alors le confort, il est top. Il est facile à utiliser, Sea2 Summit ils sont quand même plutôt bons pour ce genre de produit. Le vrai point faible c'est l'encombrement, surtout moi qui veux faire un peu de l'ultra léger. Et bien ça, plus mon duvet en synthétique, c'est vrai que ça prend pas mal de place dans mon sac. Alors qu'en plus j'ai pris la version ultralight, mais comparé à un matelas gonflable, ça sera toujours plus volumineux. Mais maintenant que je suis tout équipé, c'est vrai que j'envisage de prendre des variantes sur mes différents produits, notamment pour le matelas, où j'aimerais bien prendre un matelas gonflable pour mes sorties estivales, donc un peu moins isolant, mais surtout moins encombrant que je pourrais emporter sur des petits voyages. Et dans ce milieu, alors les marques référentes, ça va être un peu les mêmes que pour les sacs de couchage, donc on va retrouver Thermarest, c'est les meilleurs, mais aussi Sea2 Summit, Nemo, ou encore Decathlon qui sont assez bons pour les matelas gonflables. Et pour finir avec la catégorie dodo, ce que je peux vous conseiller c'est de prendre des bouchons d'oreille, c'est toujours très utile, surtout si vous dormez avec d'autres gens et qui ronflent. Vous pouvez aussi prendre des masques de nuit si vous êtes sensible au soleil et que vous souhaitez faire la grasse mat. Et enfin, vous pouvez vous prendre un petit oreiller gonflable. Alors ça, c'est un peu luxe. Bon, ça prend pas de place et c'est pas lourd. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous prenez un de vos sacs de rangement, vous mettez des habits dedans et boum, ça fait un oreiller. Ensuite, on a le kit cuisine et tout ce qui va concerner l'alimentation et l'hydratation. En gros, il vous faut une popote pour faire à manger, un réchaud qui va être à gaz ou à alcool, avec bien sûr la bonbonne de gaz ou l'alcool liquide qui va avec, un allumeur intégré au réchaud ou alors un briquet, mais aussi une cuillère fourchette, un couvercle qui peut faire les deux, et un bon couteau. Et normalement, on est déjà pas mal. Après, on peut toujours ajouter un coupe-vent éventuellement pour protéger le réchaud, et de la vaisselle supplémentaire, comme des assiettes ou des verres, pliable de préférence. Et voici mon kit cuisine. Donc en vrai, je suis assez content de ce petit kit que j'ai fait maison. Je voulais un truc compact et light et j'ai réussi à tout compacter dans ce petit sac. Donc si je l'ouvre, on va retrouver aussi en plus une serviette microfibre, ça c'est parfait pour faire la vaisselle. Ensuite on va avoir le réchaud. Alors moi le réchaud, j'ai le compact MT500 de chez Decathlon. Je vais revenir en détail après sur chaque produit. Si je continue, on va retrouver la popote qui est une Taux en titane 900 ml et son volume est parfait parce qu'en fait il permet de contenir tout ce que j'ai besoin, c'est-à-dire la bonbonne de gaz ainsi que mes couverts. Donc là j'ai cuillère fourchette Decathlon, un mini Opinel tout mignon, mais en vrai ça c'est suffisant pour tout ce que j'ai besoin de couper en général. Sinon j'ai toujours un plus gros couteau d'appoint au cas où. Et enfin la bonbonne de gaz qui rentre parfaitement dans la popote. À ça il y en a qui rajoutent de la vaisselle. Des fois je prends un verre pliable en plus pour le café le matin par exemple. Sinon on peut prendre des assiettes. Moi je mange directement dans la popote, mais si on est plusieurs c'est quand même plus pratique. En bivouac il y en a même certains qui vont ramener des poêles pour cuire des œufs et tout. Moi c'est pas mon style, mais si ça vous fait plaisir et que vous avez la place, pourquoi pas. Donc rapidement la popote, il y en a de toutes formes différentes. Il y en a en alu, en acier, en titane. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais chaque matériau a ses avantages et ses inconvénients. Personnellement j'ai pris le titane parce que c'est le plus léger. Et en termes de volume, 900 ml, c'est largement assez pour se cuire des pâtes par exemple tout seul, ou alors pour faire cuire de l'eau pour plusieurs personnes. Eau qui va être utilisée avec de la semoule par exemple ou des lyophilisés. Maintenant si vous voulez cuire des pâtes par exemple pour 2-3 personnes, ça va être un peu limite, mais pour l'usage que j'en ai c'est largement suffisant. Au niveau du réchaud, alors là c'est pareil, il y a des réchauds à gaz, des réchauds à alcool. On va pas rentrer dans les différences. Faites simple, moi je vous conseille de prendre un réchaud à gaz. Même si la bonbonne de gaz, ça peut être un peu encombrant et un peu lourd, c'est quand même plus simple. Et ce qu'il faut regarder avec le réchaud, déjà ça va être sa taille, est-ce qu'il va être compact ou pas, mais aussi sa consommation. Il y a des réchauds qui vont consommer beaucoup plus de gaz que d'autres. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est déjà compact, mais qu'il a quand même une large surface. Donc ça c'est pratique lorsqu'on pose des casseroles ou des popotes, parce qu'il y a des réchauds compacts qui ont des toutes petites surfaces et c'est très instable, donc c'est pas forcément le top. Et surtout, il a un allumeur intégré et ça je trouve ça vraiment pratique. Voilà, l'Opinel j'en ai parlé, mais voilà, petit couteau, ça c'est largement assez pour couper un petit peu de viande ou couper des sachets ou n'importe quoi en fait, pour cuisiner en tout cas. Et niveau bouffe, eh bien ça va vraiment dépendre de votre aventure, est-ce que vous partez pour une nuit ou deux ou alors pour un long trek d'une semaine. Mais si vous avez la place et que vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez prendre n'importe quel aliment et le cuisiner. Mais si vous voulez faire léger,
Eh bien, le plus simple, je pense que vous le savez, c'est les lyophilisés. Donc, les lyophilisés, c'est des aliments qui ont été complètement déshydratés, hein. Enfin, c'est des plats complets. Et du coup, l'avantage, c'est que c'est super compact et super léger. Et en plus de ça, c'est simple à cuisiner. C'est-à-dire qu'il faut juste faire chauffer de l'eau, mettre l'eau à chauffer, attendre quelques minutes et on déguste. Alors, les goûts, bon, bah, ça dépend. Il y en a qui sont pas trop mal, il y en a qui sont pas très bons. Il y en a aussi qui les digèrent plus ou moins bien. Si vous êtes sensible au niveau du ventre, faites attention. On va retrouver des plats, mais aussi des desserts et des petits déjeuners. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Et dans les autres aliments optimisés, on va retrouver tout ce qui va être plutôt compact et facile à cuire. Et je pense notamment à la semoule où pareil, on a juste à cuire un peu d'eau, mettre la semoule, ça gonfle et en plus ça prend pas de place dans le sac. La semoule qu'on peut combiner avec par exemple de la viande séchée ou alors du poisson en boîte hein, comme des sardines ou du thon. C'est plutôt efficace, il y a un apport en protéines, là-dedans il y a plein d'huile donc plein de lipides, c'est top et la semoule ça apporte les glucides. Bref, c'est carré. Et si vous êtes en trek, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de savoir se faire plaisir. En général, on va toujours passer par des refuges qui vont proposer des repas le midi et le soir. Donc de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et pendant la journée, pendant que vous marchez, ce que vous pouvez faire, c'est manger des fruits à la coque et des fruits secs. Hein. Vous prenez un mélange complet et ça, c'est vraiment top. Ça apporte plein d'énergie. Et bien sûr, des barres pour tenir toute la journée, hein, les Clif, les chimpanzés, les NAC. Le but, c'est d'avoir quelque chose de compact, de léger et qui apporte un bon nombre de calories parce que lorsqu'on est en trek, on dépense énormément d'énergie, on ne se rend pas forcément compte, mais le fait de marcher toute la journée avec un sac à dos, mine de rien, c'est une grosse dépense. Ah oui, petit truc en plus, hein, j'en ai pas ici, mais si vous le souhaitez, vous pouvez prendre du café en poudre, du thé, ça c'est super réconfortant, surtout lorsqu'il fait froid, et même du lait en poudre pour les plus grands enfants. Et en parlant de ça, on arrive à l'hydratation, et là c'est super important de bien prévoir la quantité d'eau à embarquer. Parce que pareil, dans la journée, vous allez beaucoup transpirer, et vous allez avoir besoin de beaucoup d'eau. Donc ce que je conseille, c'est d'avoir entre 1 et 3 litres d'eau sur vous, et surtout de regarder à l'avance les différents points d'eau où vous pourrez remplir vos gourdes et vos poches. Niveau matos, vous pouvez avoir une poche à eau, donc c'est ce qu'on va mettre dans le sac à dos avec un tuyau qui arrive directement à votre bouche. Ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, vous pouvez avoir des bouteilles ou des gourdes, hein, tout simplement. Et ce qui est important, c'est d'avoir toujours au moins un système de filtration ou de purification avec vous. Jusqu'ici, j'avais une paille Lifestro, donc qu'on m'avait offert. Ça, je trouve que c'est pas le top parce que c'est pas super pratique à utiliser et c'est vraiment à utiliser en cas de besoin si on est vraiment déshydraté. Ce que je recommande, si vous le pouvez, c'est d'acheter une gourde avec un système de filtration comme les gourdes Oco. C'est vraiment super pratique, ça marche très très bien, on peut boire n'importe quelle eau et ça filtre plutôt bien. Et l'avantage de ces gourdes en plus, c'est qu'elles sont souples, ce qui fait qu'on peut mettre de l'eau et la filtrer pour l'utiliser dans un autre usage, comme pour faire à manger par exemple. Donc la gourde filtrante, je recommande. Et enfin, si vous avez de la place et un peu de poids à porter, vous pouvez rajouter un thermos parce que ça fait toujours plaisir d'avoir du café ou du thé chaud pendant la journée de randonnée. Ensuite, on passe à la catégorie hygiène et soins et on commence d'abord par l'hygiène. Donc ce qui peut être utile, c'est d'avoir un savon un peu multi-usage, type savon de Marseille ou savon d'Alep, qui va servir à te laver, mais aussi à faire ta vaisselle. Essaye de prendre un truc écologique. Ensuite, brosse à dents dentifrice, si possible au petit format, toujours plus pratique à embarquer. Et dans cette même catégorie, tu peux prendre un peu plus si besoin. Je pense notamment au déodorant. Alors il y en a qui disent que c'est trop, que ça prend de la place pour rien et du poids. Franchement, un petit déodorant, je pense que ça fait pas de mal. Et enfin, pour finir, la crème solaire. Ça, pareil, c'est primordial lorsqu'on est en randonnée au soleil toute la journée. Ensuite, dans la catégorie soins, déjà, essaye d'avoir au moins une trousse de secours. Alors, tu en as des toutes faites que tu peux trouver chez Decathlon, hein, donc comme celle-ci par exemple. Sinon, ce que je te conseille, c'est d'en faire une faite maison avec un petit peu de tout. Par exemple, moi, j'ai réussi à tout rentrer dans un petit sachet Ziploc comme celui-ci. Ce que tu peux mettre, c'est les médicaments de base, hein, donc des antidouleurs comme du Doliprane, mais aussi des trucs pour le ventre, des antihistaminiques. Tu peux mettre du désinfectant, des pansements et des compresses en cas de bobo. Un truc pas mal aussi, c'est de mettre des bandes kiné, c'est ce qu'on voit en bleu ici, puisque ça m'est déjà arrivé de me faire des chevilles en randonnée. Du coup, maintenant, j'ai toujours des bandes de kiné un peu stretch qui sont prédécoupées et qui me permettent de maintenir ma cheville en cas d'entorse. En plus de ça, pourquoi pas prendre un petit kit suture si tu sais l'utiliser ou si quelqu'un autour de toi sait l'utiliser. Certains aiment bien prendre des pinces à épiler, hein, c'est toujours multi-usage. Et aussi, pourquoi pas prendre du spray anti-moustique en fonction de là où tu vas te rendre et de la saison. Également avoir une couverture de survie, toujours sur soi. Prends également du PQ et des mouchoirs avec toi, ça peut toujours servir. Et enfin, en option, ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre un aspi-venin. Ça peut toujours être utile, surtout selon où tu vas. Et dans le même genre, tu peux aussi prendre un tire-tic. Je sais que c'est très utilisé sur le GR20, puisque parfois il y a des tiques. Et si tu en as besoin, mais que tu n'en as pas,
n'hésite pas à demander aux autres randonneurs qui sont parfois équipés. Ah oui, j'allais oublier, mais en parlant des pansements, etc., prendre des trucs spéciaux en poule, ça c'est toujours très utile en trek parce que ça arrive plus vite que ce que l'on croit à force de marcher. Ensuite, on passe aux vêtements et aux divers équipements. Alors au niveau des vêtements, on va rester simple parce que ça va beaucoup dépendre de votre aventure et des conditions météorologiques. Mais en général, on recommande le système 3 couches. C'est constitué d'une première couche qui va être un t-shirt technique, donc soit un t-shirt de sport respirant, soit un t-shirt comme celui-ci en laine mérino. Il y a certains randonneurs qui aiment bien aussi porter des chemises parce que c'est pas mal, ça couvre de nombreuses parties pour se protéger du soleil, comme les manches et le cou. Mais perso, je préfère les t-shirts qui respirent pour évacuer la transpi. Ensuite, on va avoir la deuxième couche qui va être constituée d'un pull ou d'une veste, plus ou moins légère en fonction de votre aventure et de votre sensibilité. Et cette couche, elle va être utilisée pour vous protéger du froid. Et ensuite, on va avoir la troisième couche qui, elle, va vous permettre de vous protéger des éléments extérieurs, comme le vent, le froid extrême ou la pluie. Donc là, on parle notamment de doudounes qui vont être à la fois coupe-vent et à la fois protecteurs contre le froid. Mais s'il pleut, souvent ce qu'on conseille, c'est aussi d'avoir par-dessus une veste imperméable ou un poncho. Donc c'est pour ça qu'on parle de système 3 couches, mais des fois il y a des vestes qui vont faire double effet, des fois il faut rajouter un impair. Donc en fait, c'est variable entre 2 et 4 couches. Bref, il y a plein de façons de faire pour s'habiller. Ça dépend de vos préférences et aussi de votre équipement. Pour le bas, prenez ce que vous voulez. Perso, j'aime bien les shorts de trail running parce que c'est des trucs tout légers, tout fins. Et je préfère ça aux shorts de rando qui sont plutôt épais avec plein de poches. Maintenant, ça peut être pas mal d'avoir des pantalons qui se transforment en shorts. Parce que des fois, le matin, quand on part, il fait très froid et puis il peut vite faire chaud. Donc la transition pantalon-short, elle est intéressante. Et essayez d'avoir t-shirt et short en double, de manière à pouvoir tourner chaque jour en lavant et en mettant une affaire propre. Pour les sous-vêtements, prenez-en 3 si vous le souhaitez. Et ce que j'aime bien conseiller aussi, c'est de prendre une tenue pour le soir. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va arriver et qu'on va mettre le campement, c'est toujours agréable de mettre une tenue qui va être propre. Une tenue aussi un peu plus chaude parce que le soir, les températures peuvent chuter très vite en montagne et ça va être une tenue avec laquelle vous allez dormir. Ensuite, n'oubliez pas de prendre des gants, c'est très important. Mais également un tour de cou buff, ça c'est top, c'est super polyvalent, ça peut vous protéger le cou s'il fait froid ou contre le vent, mais ça peut être aussi utilisé la nuit pour vous couvrir les oreilles et pour mieux dormir. Certains aiment bien prendre des bonnets également. Et surtout, prenez quelque chose qui va vous protéger contre la pluie. Pour ça, vous pouvez avoir une veste imperméable ou alors les ponchos, qu'on peut mettre par-dessus tout notre équipement, donc nos habits, mais également notre sac à dos. Et pour cela, faites attention au niveau d'imperméabilité qui est indiqué. Là, on peut voir 2000. 2000, c'est un peu juste, ça suffit pour une pluie légère, voire moyenne. Mais en cas de grosse pluie, c'est pas suffisant. Il faut au moins du 5000, voire du 10 000 mm d'eau. Pensez également à prendre une paire de tongs et de claquettes, parce que le soir, lorsqu'on arrive au campement, on a les pieds défoncés et on est très content de pouvoir mettre ses pieds à l'air libre dans une paire de tongs et de claquettes pour marcher. Et enfin, prenez de quoi vous protéger du soleil, donc un chapeau, une casquette, des lunettes et bien sûr de la crème solaire. Il y a même certains randonneurs qui prennent des parapluies pour se protéger du soleil, ce qui est pas si bête, et d'autres qui vont préférer les textiles à manches longues, donc j'ai parlé notamment des chemises, mais protégez-vous du soleil, c'est très important. Et on arrive à la dernière catégorie où j'ai un peu tout regroupé, donc les accessoires, les équipements, l'électronique, la sécurité. Et on commence tout de suite par le cheat code ultime en randonnée, à savoir les bâtons de marche. Si vous partez en trek, moi je conseille vraiment d'avoir des bâtons, c'est super utile, ça va beaucoup vous aider, puisque dans les montées, on estime qu'on peut déporter jusqu'à 30% de la charge sur nos bras, plutôt que dans les jambes. Maintenant la question bâton en alu ou en carbone, alors moi ce que je vous conseille c'est de prendre des bâtons en alu. Bon déjà c'est moins cher, mais surtout en trek, on privilégie toujours la résilience du matériel. Les bâtons en alu, c'est bien plus costaud que les bâtons en carbone. Et croyez-moi, sur le GR20, j'en ai vu plein des bâtons en carbone cassés. Et casser un bâton, ça fait jamais plaisir pour la suite de son aventure. Bon, ensuite, vous l'avez déjà vu, mais n'hésitez pas à avoir pas mal de petits sacs Ziploc étanches pour ranger vos affaires. Mais également des sacs de compression étanches que vous pouvez retrouver chez toutes les marques, notamment chez Decathlon, mais c'est pas les seuls. Ces deux trucs, c'est vraiment top parce que ça vous permet à la fois de ranger et compartimenter vos affaires dans votre sac, mais aussi de les protéger contre l'humidité et même l'eau, parce que des fois la housse de pluie du sac est pas suffisante, et si votre sac prend l'eau, il faut absolument que vos affaires restent au sec, notamment vos affaires électroniques, vos vêtements et votre sac de couchage. N'oubliez pas également de prendre des petits sacs poubelles ou alors des sacs Ziploc qui serviront de sacs poubelles. Ça c'est très important parce que en trek, on ne laisse rien en montagne. Dans la catégorie électronique, ce que je recommande d'avoir, c'est toujours
une batterie externe au minimum ou éventuellement un chargeur solaire en plus ou à la place de la batterie. Il faut aussi avoir une source de lumière, hein, donc à minima une frontale. Et si vous le souhaitez, vous pouvez amener un appareil photo ou encore une montre connectée. Toujours très utile pour avoir le suivi de son aventure. Pour la sécu, soyez certain déjà d'avoir des cartes GPS, donc des cartes au format papier, même si c'est un peu à l'ancienne, ou alors au format numérique sur les portables. Maintenant, il y a plein d'applications qui permettent d'avoir les cartes. Donc pensez à les télécharger en amont parce qu'en montagne, on n'a pas tout le temps du réseau. Vous pouvez aussi avoir une balise GPS sur vous, en particulier si vous voyagez seul, hein, parce que là, il n'y a personne qui pourra vous retrouver. La couverture de survie, on en a déjà parlé. Et pensez aussi à avoir un sifflet avec vous, c'est toujours utile. Ensuite, au niveau des accessoires, vous pouvez prendre des jumelles, hein, si ça vous plaît. C'est toujours intéressant de pouvoir observer les animaux dans la nature. Ça rajoute un peu de poids et un peu de volume, mais si vous prenez un format de poche, bah, c'est vraiment pas mal. Un truc utile aussi, c'est de prendre de la petite corde multi-usage. Ça peut être utilisé pour plein de choses, hein, pour plein de petites réparations, pour remplacer vos lacets si vous avez un problème avec vos chaussures. Ça peut être utilisé pour étendre du linge. Bref, de la petite corde, c'est jamais inutile. Ensuite, ce que je conseille, c'est d'avoir un petit rangement pour mettre tous ces papiers et ces effets personnels. Et d'ailleurs, pensez toujours à avoir de l'argent liquide avec vous lorsque vous partez en trek. Parce que si vous avez besoin de vous ravitailler ou de prendre à manger dans un refuge, eh bien souvent il n'y a pas de réseau, donc la carte ne passe pas. Donc on recommande d'avoir toujours un peu d'argent liquide. Enfin, si vous le souhaitez, prenez également un petit bouquin et des jeux comme un jeu de cartes, parce que le soir en général on arrive assez tôt au campement, on a toujours un peu de temps libre, donc c'est pas mal d'avoir de quoi s'occuper. Ah oui, aussi un truc que vous avez dû voir sur mon sac à dos, c'est une sorte de petit morceau de matelas en mousse. Alors ça c'est vraiment gadget, mais ça prend vraiment pas de poids, ça prend pas trop de place, et en vrai c'est pas mal utile. Déjà ça permet de s'asseoir un peu n'importe où sans se défoncer les fesses, ou alors protéger également le sac à dos. Ça peut également servir de coupe-vent lorsqu'on utilise le réchaud, et des fois aussi je m'en sers comme base pour faire un coussin. Bref, c'est assez multi-usage, ça prend pas de place, donc quand je peux, je l'emmène avec moi, puis si je le prends pas, c'est pas très grave. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, quelques conseils avant de vous lancer. Parce que oui, là, ça fait beaucoup d'équipements et ça peut vite faire cher si on a besoin de s'équiper et qu'on n'a pas grand chose, et surtout, ça peut vous décourager, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc comme promis, voici mes conseils et astuces pour s'équiper dans ses premiers bivouacs et ses premières aventures. Les premières astuces, dites-vous que ce n'est pas grave si vous n'avez pas tout. Pour les premières aventures, ce qui compte, c'est d'avoir au moins le nécessaire, puis après, tant pis, faites avec des solutions temporaires. L'important, c'est de ne pas vous embarquer dans une aventure d'une semaine sans rien non plus, hein, mais commencez tranquille, hein, 1 ou 2 nuits en bivouac, et comme j'aime bien dire, de toute façon, il faut bien commencer quelque part, et c'est sur le terrain que vous verrez ce dont vous avez vraiment besoin. Moi, pour mes premières sorties bivouac, hein, j'étais vraiment sous-équipé, j'avais un sac à dos pas du tout fait pour marcher, j'avais un tapis de yoga super encombrant, pas de doudoune, pas d'impair, bref, un peu la cata, mais ça m'a pas empêché de passer un super moment avec des potes, et même de tomber amoureux de cette pratique. Deuxième astuce, faites-vous prêter ou louer. Et oui, parce qu'on a toujours des gens qui, autour de nous, ont des affaires à filer. Par exemple, je reviens à mon premier bivouac, hein, mais le duvet, le matelas, le réchaud, la popote, c'est que des trucs qu'on m'avait prêtés. Et tant mieux, hein, parce que je me voyais mal acheter tout ça sans savoir si ça allait me plaire. Si vraiment vous ne trouvez rien autour de vous, eh bien sachez qu'il existe des sites où vous pouvez louer du matériel, tout ça sur mesure, hein, donc pour par exemple 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 1 semaine. Et louer c'est vraiment pas mal parce que déjà ça va vous permettre de toucher à différents types de matériel, différentes marques. Et encore une fois, vous allez voir ce dont vous avez réellement besoin et quelles sont vos préférences sur le terrain. Troisième conseil, hein, c'est d'acheter au fur et à mesure. Moi, mon équipement, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Hein. Comme je vous ai dit, quand j'ai commencé, c'était plutôt cata et il manquait beaucoup de choses. Mais chaque année, ce que je faisais, c'est que j'achetais 1, 2, 3 produits. Et aujourd'hui, bah, ça y est, je suis presque full équipé. Quatrième conseil, c'est de parfois prendre son temps avant d'acheter et pas forcément acheter le produit le moins cher entrée de gamme directement. Je dis ça parce que je sais qu'on a tous ce réflexe lorsqu'on a besoin d'un truc dans le sport, d'aller chez Decat, de prendre le truc le moins cher et au final on va l'utiliser une seule fois, soit parce qu'on va plus jamais refaire ce sport, soit parce que le produit n'est pas forcément performant puisque c'est un produit entrée de gamme et donc on va vite vouloir changer pour quelque chose de mieux. Donc ce que je conseille ici, c'est de prendre le temps de tester, éventuellement de se faire prêter ou de louer pour voir ce dont vous avez réellement besoin et ce que vous souhaitez vraiment. Et cinquième et dernier conseil, n'hésitez pas à attendre les périodes de solde pour acheter des équipements et vous pouvez même vous tourner vers le marché de l'occasion parce qu'il y a pas mal de matériel toujours très intéressant et très fonctionnel pour des prix tout à fait ok. Voilà, je t'ai présenté tout mon matériel pour mes treks et mes bivouacs. J'espère que j'ai pu t'aider et que j'ai pu t'apprendre quelque chose. Si tu as encore des questions ou que tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et si j'ai pu t'aider, eh bien je t'invite à mettre un pouce et à t'abonner. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Et j'espère que vous allez bien vous régaler dans vos aventures. Tchuss!